Où je suis là? Oh non, pas elle. Bandit, je ne suis pas contente. L'année 2025 est déjà bien entamée et en plus je n'ai pas fait l'apparition du tout sur l'année 2024. Ça fait un moment que tu ne m'as pas invité. Mais je ne t'invite jamais. C'est toi qui t'incrustes et qui t'accroche comme la dernière des sangsues. Et je suis où là? Et qu'est-ce que t'as fait à mes cheveux? Ils sont redevenus longs. Pour te punir, je ne vais pas te jeter de sort. Et tu ne quitteras pas ce taudis avant que tu n'aies fait une vidéo sur 5 collègues sorcières dans les jeux vidéo. Allez hop, au boulot. Bon, on dirait qu'on ne me laisse pas vraiment le choix. Salut à tous, c'est Bandit Jones, et voici une toute nouvelle vidéo. Depuis des siècles, la sorcière fascine autant qu'elle effraie. Entre pouvoir et persécution, liberté et marginalité, elle incarne une figure profondément ambivalente, à la fois source de crainte, de sagesse et de subversion. Dans les jeux vidéo, ce personnage légendaire a trouvé un nouveau terrain de développement, parfois fidèle au folklore traditionnel, parfois complètement détourné, voire parodié. La figure de la sorcière dans le jeu vidéo, c'est plus qu'un prétexte à un énième combat entre le bien et le mal. C'est une plongée dans nos imaginaires, dans des craintes, parfois ancestrales, mais aussi parfois dans nos désirs de puissance ou d'indépendance. Avant de vous présenter ces 5 sorcières, je me permets de vous inviter à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter et à liker la vidéo. Si vous souhaitez aider ce cher bandit, vous pouvez toujours faire un don sur son Tipeee. Voilà, j'ai fini. Ok, voici donc 5 sorcières, 5 incarnations modernes de la magie, venues marquer l'histoire du jeu vidéo. C'est parti! On va commencer par une petite jeune, une débutante sorcière. Ne les sous-estime pas, ça peut être les pires. Ok. Je vais vous parler d'un personnage de la licence WarioWare, Ashley. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, WarioWare est un jeu loufoque de Nintendo où on réalise à la chaîne des mini-jeux de quelques secondes, nous demandant de réaliser des actions simples. Le jeu met en scène Wario et d'autres personnages exclusifs à la franchise. Elle débute en 2003 sur Game Boy Advance avec WarioWare Inc. Mega Mini-jeu. Ashley est une jeune sorcière vivant dans un manoir lugubre. Elle est connue pour être sombre, mystérieuse et un brin sinistre. Elle parle peu, n'affiche presque jamais d'émotion et semble souvent indifférente à ce qui l'entoure. C'est une gothique émo, en gros. Soupir, le monde, la vie, c'est de la merde. Elle cultive une aura de solitude et de froideur, mais c'est précisément ce qui fait son charme. Ashley apparaît pour la première fois dans WarioWare Touched, sorti en 2004 sur Nintendo DS. Elle est souvent accompagnée de son diablotin Red. Dans ce premier jeu, on la voit tenter de réaliser une potion sans grand succès. Tiens, je te l'avais dit que c'était une débutante. Au bout d'un moment, un peu déçue, elle décide de faire une pause et part se promener avec Red qui l'encourage en lui disant qu'elle réussira la prochaine fois. Peu après, un extraterrestre s'écrase, percute Ashley et la renverse. Ashley le fusille du regard, effrayant Orbulon, l'extraterrestre, qui s'enfuit en s'excusant. Dans la série de mini-jeux qui suit, on voit donc Red poursuivre Orbulon afin de l'utiliser comme ingrédient pour la potion d'Ashley. De l'arsenic. Du gazpacho du sang d'extraterrestre.
cible en vue. Pauvre extraterrestre, qui n'avait rien demandé. Pas étonnant que les aliens ne viennent jamais si on les accueille comme ça. Ne vous inquiétez pas, Orbulon parvient à s'échapper. Mais du coup, c'est Red le diablotin qui sert de dernier ingrédient à la potion d'Ashley. Heureusement, il survit et, malgré tout, reste sous les ordres d'Ashley. Dans WarioWare Smooth Move, sorti en 2006 sur Wii, on retrouve Ashley qui, cette fois, tente de lancer un sort sur une plante en pot en utilisant son diablotin comme baguette magique. Bah quoi? J'ai perdu ma baguette? Je savais ce que j'ai sous la main. Tout ce qu'elle obtiendra, c'est une marguerite. Pas très gothique ça. Je préfère la noirceur d'un dahlia noir. Soudain, un livre de sorts parlant apparaît à côté d'elle et lui propose de l'aider. Une fois la série de mini-jeux du niveau terminée, Ashley retente son sort avec l'aide du livre et arrive enfin à créer une plante géante et monstrueuse. Je te l'avais dit qu'elle était forte. Oui, bon, en attendant, elle n'a pas réussi sa potion et il lui a fallu l'aide d'un grimoire magique pour lancer un sort correctement. À moins d'être de très mauvaise foi, je n'appelle pas ça être forte. Dans Game & Wario sur Wii U, Ashley tente un nouveau sort tiré d'un autre livre pour invoquer un monstre tentaculaire. Mais alors qu'elle s'apprête à lancer le sort, une rafale de vent tourne la page et à la place, elle est téléportée dans le livre. Par contre, aucune trace du monstre tentaculaire tant attendu. Ashley et Red se retrouvent dans un pays fantastique composé de bonbons. Et pourquoi elle veut à tout prix invoquer ce monstre tentaculaire? Non, en fait, je ne préfère pas le savoir. Ashley réapparaît ensuite dans WarioWare Gold, où elle raccroche au nez de Wario alors qu'il lui explique son plan pour gagner de l'argent. Bonjour, vous venez d'être sélectionné, vous avez gagné 1 million d'euros. Dans ce jeu, Ashley invoque enfin avec succès un démon du nom de Gergui. Mais ce dernier ne lui est pas d'une grande utilité, car cela fait plusieurs jours qu'il ne peut pas manger à cause de Lord mort de faim, un autre démon à l'appétit surdimensionné qui a volé toute sa nourriture. Ashley décide donc de partir défaire mort de faim dans le monde démoniaque. Dans WarioWare Get It Together, Ashley fait partie des personnages jouables et se débloque dans la zone 2, après le niveau de Kat et Anna aux côtés de Jimmy T et d'Orbulon. Elle se déplace sur un balai. Elle peut voler dans toutes les directions et peut également lancer des sorts devant elle qui ne s'arrêtent que quand il touche quelque chose. Sa dernière apparition est dans WarioWare Move It. On la trouve sur la plage où elle construit un château de sable en compagnie de Red. Mais ce dernier mange par curiosité des baies bleues qui le font rétrécir. Ashley essaye de lui faire regagner sa taille avec sa magie, sans succès. Elle a alors l'idée de lui donner des baies rouges cubiques pour le faire grandir. Mais à la fin de la série de mini-jeux, les baies fonctionnent un peu trop bien et Red finit par devenir géant. Ashley, pourtant, semble plutôt satisfaite du résultat. Une vraie psychopathe. Je suis tellement fière d'elle. La petite sorcière de WarioWare est un des personnages les plus appréciés de la licence, à tel point qu'elle sera choisie pour apparaître en tant que trophée aide dans les jeux Super Smash Bros. Ashley est tellement populaire au Japon qu'elle a même sa propre chanson, devenue un véritable hit auprès des fans de Nintendo. Bien. Passons à une autre sorcière, plus expérimentée. Ah, Bayonetta, je confirme qu'elle est bien plus expérimentée qu'Ashley. Et même que toi. Moi? Attention à ce que tu dis. Oh, et tu vas me faire quoi? Me jeter un sort? Je te rappelle qu'aucun des sorts que tu as lancés depuis que tu t'incrustes dans mes vidéos n'a jamais marché. Oui, mais Bayonetta est tout aussi fortiche au tir. Bayonetta est une sorcière de l'Umbra, un clan ayant passé un pacte avec les démons de l'enfer pour équilibrer les forces du monde face aux sages lumens, eux liés au paradis. Elle est l'une des dernières survivantes de son clan avec Jeanne. C'est une combattante talentueuse, insolente et gracieuse à la fois, et elle célèbre chacune de ses nouvelles entrées par une nouvelle coupe de cheveux.
La sorcière c'est pareil, elle célèbre chacune de ses nouvelles apparitions, et avec une nouvelle coupe tout court. Oui, bon, je reste quand même une femme qui prend soin de son apport. Dans le premier jeu, Bayonetta se réveille après 500 ans de sommeil, sans souvenir de son passé. Elle explore alors la ville de Vigrid, afin d'en apprendre plus sur son identité. Donc ça veut dire qu'elle s'est endormie au XVIe siècle pour se réveiller au XXIe siècle. J'imagine même pas le choc. Par Salem, des chariots du diable. Bayonetta ne sait alors qu'une chose, qu'elle est une sorcière de l'Umbra. Elle a d'ailleurs en sa possession le trésor sacré du clan, l'œil gauche de l'ombre. Mais comme elle ne se souvient pas de son nom, elle se fait appeler Bayonetta. C'est peut-être pour ça, moi aussi, que je me nomme la sorcière. Je me rappelle pas de mon vrai nom. Bayonetta se met alors en quête de l'œil droit, espérant que ce dernier l'aide à retrouver ses souvenirs perdus. Pour cela, elle réalise de nombreuses prières aux cieux afin d'invoquer les anges, dans l'espoir de leur soutirer l'objet qu'elle recherche. Finalement, c'est son informateur, Enzo, qui la met sur la piste de celui qui se prétend le dernier sage de l'Humaine, qui serait en possession du joyau. Il vivrait à Vigrid, une ville d'Europe où les sages et les sorcières avaient autrefois habité. Durant son aventure, elle affronte des anges et autres créatures célestes et retrouve petit à petit des fragments de sa mémoire. Elle fera la rencontre de Cereza, une mystérieuse petite fille qui l'appelle maman, mais elle finira par réaliser que cet enfant, c'est juste elle-même plus jeune. Elle rencontre également Jeanne, une autre sorcière de l'Umbra, ancienne amie et rivale, qui tente de la tuer sous influence. Et vu que Jeanne a vécu au Moyen-Âge en Europe et qu'elle est qualifiée de sorcière, tout porte à croire qu'elle serait Jeanne d'Arc. Bayonetta fera aussi la connaissance de Luca, un journaliste qui suit les traces de son père, Antonio, et qui espère percer le mystère des sorcières de l'Umbra. Mais au début, il accuse la sorcière d'avoir assassiné son père. Le jeu se termine avec la révélation que Bayonetta est l'une des clés d'un rituel apocalyptique que le sage de l'Humaine cherche à activer pour faire renaître Jubileus, un ange surpuissant. Dans le deuxième jeu, Bayonetta est maintenant pleinement consciente de son identité et de ses pouvoirs. Elle vit une vie relativement tranquille, à faire du shopping. Beaucoup de shopping, et toujours avec classe. Jusqu'à ce que l'enfer décide de venir faire coucou. Sauf que là, ça ne va pas du tout. Son amie Jeanne se fait capturer. Bon, au moins, si la théorie comme quoi il s'agit de Jeanne est vraie, les flammes, elle est habituée, donc ça devrait aller. Pour la sauver, Bayonetta doit descendre en enfer et affronter ses démons, au sens propre. Oui, car je ne l'ai pas dit, mais l'un des pouvoirs de Bayonetta, enfin Cereza, c'est d'invoquer des démons avec ses cheveux. C'est peut-être pour ça qu'elle change souvent de coupe. Et en plus, elle finit à poil. Si tu espères avoir une scène de moi à poil, tu peux toujours rêver. C'est toi qui risques de te retrouver à poil. Durant sa quête qui amène Bayonetta à retrouver et sauver l'âme de Jeanne en moins de 24 heures, elle fait la rencontre d'un jeune garçon mystérieux nommé Loki. Et on apprend très vite que ce Loki est en fait un créateur de réalité, la moitié bienveillante d'un être maléfique du nom d'Aesir, sur laquelle la moitié malveillante du nom de Loptr essaie de mettre la main afin de pouvoir redevenir Aesir, et qui est donc la menace finale du jeu. En réunissant le passé et le présent, Bayonetta parvient à empêcher la résurrection d'Aesir, à sauver Jeanne et à ramener une fois de plus la paix sur Terre. Au début du troisième jeu, Bayonetta vit désormais une vie civile à New York, travaillant en tant que nonne, et passant souvent son temps libre en ville à faire du shopping. Encore. Dans cet épisode, la sorcière combat alors une invasion d'homonculus qui dévaste la ville. Se réfugiant ensuite aux portes de l'enfer, au bar de Rodin, Bayonetta fait la rencontre d'une sorcière de l'Umbra venue d'un monde parallèle, Viola, qui lui apprend que les homonculus sont des armes biologiques créées par les humains et qui sont tous contrôlés par une seule entité, Singularity.
Ce dernier a pour objectif de détruire toutes les couches du multivers en tuant les Bayonetta de tous les mondes et ainsi régner sur l'ensemble des réalités. Bayonetta et Viola voyagent alors à travers différents univers pour récupérer des clés du chaos, seul objet capable de contrer Singularity. Elles y rencontrent plusieurs versions de Bayonetta, une pirate, une guerrière chinoise, une opératrice cyberpunk, etc. Bon, je ne vais pas en dire davantage sur cet épisode car, au final, j'en ai déjà un peu trop dit sur la sorcière Cereza. C'est surtout parce que tu l'as pas fait celui-là. Avoue-le. Oui, en effet. Mais il existe également un 4e jeu du nom de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Comme son nom l'indique, ce jeu est un préquel racontant l'enfance de Bayonetta, alors appelée Cereza, bien avant qu'elle ne devienne la sorcière badass qu'on connaît. Cereza est une jeune apprentie sorcière, rejetée par les Umbra, pour être née d'un amour interdit entre une sorcière et un sage lumen. Elle entre dans la forêt d'Avalon à la recherche d'un moyen de sauver sa mère, emprisonnée, et invoque accidentellement un démon nommé Cheshire, oui comme le chat d'Alice, dans la peluche qu'elle garde toujours avec elle. Le gameplay repose sur le duo Cereza-Cheshire, avec chacun des personnages contrôlables séparément. Ensemble, ils apprennent à se faire confiance et repoussent des esprits malveillants tout en renforçant les pouvoirs magiques de Cereza. Le jeu montre sa transition vers la sorcière sûre d'elle qu'elle deviendra plus tard, et le début de son lien unique avec le monde démoniaque. Enfin, la sorcière est aussi un personnage jouable sur Super Smash Bros. Wii U en tant que dernier DLC. Elle reviendra, bien sûr, dans le roster de base de Super Smash Bros. Ultimate. Voilà ce que j'ai à dire sur la sorcière la plus sexy et badass du jeu vidéo. La plus sexy? Vraiment? Attends de voir la suivante. Yennefer? Ça se discute. Déjà, son nom de famille, c'est Vengerberg. C'est pas très sexy. T'oublieras son nom quand t'auras vu les cosplays du personnage. Ok, tu m'as convaincu. Alors, je sais que c'est un personnage adapté d'une licence de roman, puisqu'à l'origine, The Witcher est un livre avant d'être un jeu vidéo et une série. Mais pour cette vidéo, on ne va parler que de son rôle dans les jeux vidéo. De base, Yennefer apparaît pour la première fois dans la nouvelle Le Dernier Vœu, dans le recueil Le Dernier Vœu. Elle apparaît ensuite dans plusieurs autres nouvelles, et bien sûr dans les romans de la saga du Sorceleur. Yennefer est née à Vengerberg, la capitale d'Aedirn. Elle a eu une enfance tragique, maltraitée par ses parents à cause de sa difformité physique, une bosse dans le dos due à sa lignée elfique partielle. Elle y subit une transformation magique douloureuse qui la rend belle et puissante, mais au prix de sa fertilité. Dans les jeux, Yennefer de Vengerberg n'apparaît réellement et physiquement que dans The Witcher 3 Wild Hunt, mais son influence et son nom résonnent dès le premier opus. Elle est mentionnée à plusieurs reprises, principalement à travers des souvenirs flous de Geralt, qui souffre d'amnésie. Si Geralt choisit Triss comme tuteur pour Alvin dans le chapitre 3, et s'il répond au roi Foltest quand il le questionne à propos de leur relation qu'il aime vraiment Triss, une entrée de journal pour la quête sur l'identité rajoute ceci. Mon amnésie m'empêche de me souvenir de nos relations par le passé, mais j'ai l'impression que j'ai aimé autrefois une magicienne, profondément. Son nom apparaît davantage dans le deuxième épisode, surtout dans les discussions autour de l'histoire passée de Geralt. Ce dernier commence lentement à récupérer ses souvenirs, notamment ceux liés à elle. Et c'est dans The Witcher 3 que Yennefer apparaît enfin en tant que personnage jouable majeur, avec une personnalité forte et une histoire très étoffée. Geralt retrouve enfin Yennefer après des années de séparation. Elle travaille pour l'empereur Emhyr var Emreis de Nilfgaard. Vive l'Allemagne! Yennefer cherche Ciri, leur fille adoptive qui est poursuivie par la chasse sauvage. Elle se révèle froide, sarcastique, mais aussi farouchement loyale à ceux qu'elle aime. Sa relation avec Geralt est complexe, tendue, passionnée, ironique. Ils s'aiment mais se déchirent aussi souvent. C'est « je t'aime moi non plus ». Elle est aussi la mère adoptive de Ciri,
qu'elle aime profondément et considère vraiment comme sa fille. La quête majeure de The Witcher 3 reste le dernier vœu à Skellig. Yennefer réveille le cadavre d'un Jarl de Skellig pour obtenir des infos. Cette scène est importante car elle montre qu'elle est prête jusqu'à briser des tabous pour protéger Ciri. Elle est critiquée par les druides locaux pour ses méthodes contre nature, mais elle s'en fiche. Mais quoi? Réveiller les morts? Mais on fait du compost ici, pas du nécromancien! Dans cette même quête, Geralt et Yennefer retrouvent un djinn afin de briser le sort qu'il avait jeté dans les livres pour qu'ils soient liés. Ce vœu pourrait être la raison pour laquelle ils s'aiment. Dans cette quête, le joueur peut choisir de rompre le sort et voir si leur amour survit sans magie, ou non. C'est un moment charnière pour leur relation car il soulève la question, s'aiment-ils vraiment ou est-ce à cause du sort? À Coër Moren, Yennefer participe activement à la défense de la forteresse contre la chasse sauvage. Elle est pragmatique, puissante et ne recule devant rien pour sauver Ciri. Yennefer coordonne la défense de Coër Moren, l'ancienne forteresse des sorceleurs. Elle est à fond dans la bataille, montre à quel point Ciri est sa fille, même si elle ne partage pas le même sang. En d'autres termes, Yennefer est une sorcière, mais avant tout une magicienne et une femme complexe, blessée, parfois cruelle, souvent sarcastique. Sa relation avec Geralt n'est elle aussi pas simple, et il y a différentes fins du jeu en rapport avec cette relation amoureuse. Selon les choix du joueur, Yennefer peut partir avec Geralt et ils peuvent couler des jours heureux ensemble. Mais elle peut également repartir seule si le joueur choisit Triss pour Geralt ou sabote leur relation. De toute façon, depuis le premier The Witcher, Triss a tendance à oublier l'existence de Yennefer, surtout quand il s'agit de sa relation avec Geralt. Ah, Yennefer, je me rappelle d'elle. Ses cheveux noirs, ses yeux violets. Il reste de l'hydromel, Triss. Il existe même une fin où si tu dragues Yennefer et Triss, mais que tu ne te décides pour aucune d'entre elles, elles tendent un piège à Geralt, l'attachant à un lit avant de se casser. Ah, t'y as cru, petit cochon. En bref, Yennefer est l'un des rares personnages féminins dans les jeux vidéo qui ne soit pas là juste pour être l'intérêt amoureux du héros, mais qui a ses propres objectifs, ses secrets, sa volonté. Et ici, une volonté de faire, je dirais même une volonté de Yennefer. Maintenant, on en a fini avec les gentilles sorcières. Si on passait aux méchantes. C'est vrai que depuis la nuit des temps, que ce soit dans les légendes, les contes ou même le folklore, les sorcières sont représentées comme des femmes laides, vieilles et méchantes qui lancent des sorts et mangent les enfants. Et dans la licence Zelda, des sorcières, il y en a pas mal. Comme dans A Link to the Past où une vieille sorcière vend des potions, ou Maple apparaissant dans Oracle of Season, Oracle of Ages, et Minish Cap, une sorcière maladroite qui percute souvent le héros avec son balai. Ou encore Sia, une sorcière très sexy du spin-off Hyrule Warriors. Mais aucune de ces sorcières n'est plus mémorable que les sœurs Kume et Kotake, et ces dernières sont justement le parfait exemple du cliché de la sorcière vieille, laide et se déplaçant sur un balai. Attends la prochaine, ça va être encore bien. Ah, c'est sûr que ça change des petites sorcières mignonnes, badass et sexy. Les sœurs jumelles apparaissent pour la première fois dans le légendaire Ocarina of Time. Elles ne sont nulles autres que les mères adoptives de Ganondorf et ses instructrices en magie noire. Haute prêtresse du désert Gerudo, elles résident dans le temple de l'esprit, au fin fond du désert hanté. Elles capturent Naboru, une Gerudo qui s'oppose fermement au plan de Ganondorf. Sûrement une féministe qui s'oppose au patriarcat ou quelque chose comme ça. 7 ans plus tard, Link adulte arrive pour les combattre, et Kume Kotake envoie Naboru envoûté sous l'armure d'un hache-viande pour terrasser le héros du temps. Mais une fois vaincue, la jeune femme peut enfin redevenir elle-même. Bah alors, ça fait quoi de se faire sauver par un homme?
Durant le vrai combat contre les sorcières, chacune maîtrise un élément. Kume attaque avec du feu et Kotake avec de la glace, mais comme elles sont vulnérables l'une à l'autre, il suffit de renvoyer le sort de l'une sur l'autre pour avoir raison d'elles. Elles ont également la capacité de fusionner pour former une entité unique, à l'apparence beaucoup plus jeune et contrôlant en même temps les deux pouvoirs. Twinrova. Oh, si elles pouvaient ne plus se défusionner, ça serait parfait. Une fois vaincues sous leur forme de Twinrova, les sorcières se retrouvent séparées et partent pour l'au-delà, tout juste après s'être disputées sur leur âge. On rencontre également leur alter ego dans Majora's Mask, mais ces dernières sont alors bien plus amicales. Kume travaille à l'office du tourisme des marais, et elle propose des tours de la région en bateau, et Kotake tient une boutique de potions. Approchez, approchez, potions à vendre, arsenic, poison, sang de vampire, 2 pour le prix d'une. Par contre, si vous vous transformez en crapaud, malheureusement la maison ne rembourse pas. Au début du jeu, Kotake s'inquiète pour sa sœur Kume, qui a disparu en forêt. Link la retrouve dans les bois perdus avec l'aide des singes, et lui porte secours en lui offrant une potion rouge. Lorsque Link vint au Dolois et que les eaux du marais sont purifiées, Kume organise un mini-jeu de tir en plus du tour en bateau. Et si Link trouve un champignon magique, il peut l'apporter à Kotake, qui en fait une potion bleue. Mais bon, c'est bien la seule fois où elles sont si gentilles. Dans les jeux Oracle of Ages et Oracle of Seasons, on retrouve nos 2 vieilles sorcières bien maléfiques. Si vous terminez l'un des jeux et que vous liez votre partie avec celle de l'autre jeu via un mot de passe, vous débloquez une nouvelle partie du scénario où vous apprenez que les attaques sur Labrina et Holodrum faisaient en fait partie d'un grand plan machiavélique des 2 sorcières afin de ressusciter Ganon. Rien que ça. Durant ce scénario additionnel, les sorcières capturent Zelda car son sacrifice devrait permettre d'allumer la dernière flamme nécessaire au rituel de résurrection, les 2 premières ayant été allumées par les boss finaux des 2 jeux. Heureusement, Link arrive juste à temps pour sauver la princesse. Il affronte d'abord les 2 sorcières séparées, puis leurs formes fusionnées. Mais elles sont mauvaises perdantes, car elles utilisent leur dernier souffle de vie pour accomplir le rituel où elles servent elles-mêmes de sacrifice. Elles arrivent ainsi bien à ressusciter Ganon, mais sous une forme bestiale et dépourvue d'intelligence. Un petit clin d'œil leur est aussi fait dans l'une des visions de Zelda du dernier opus, Tears of the Kingdom. On y voit en effet Ganondorf avec, derrière lui, 2 Gerudo un peu plus avancés que les autres. Leur tissu rappelle les vêtements des sorcières dans Ocarina of Time, avec notamment une qui porte du rouge et l'autre qui porte du vert. Enfin, les inscriptions en Ilien ancien, Kume et Kotake, sont visibles sur le tissu recouvrant leurs épaules respectives. Enfin, les 2 sœurs sont aussi présentes dans les jeux Super Smash Bros. For 3DS et Ultimate. On les voit en effet apparaître sur l'arène Vallée Gerudo, où elles foutent le bordel en lançant des sorts sur les 2 rives de la vallée. Kume brûle ainsi la rive gauche, et Kotake gèle la rive droite. Leurs fréquentes apparitions montrent à quel point elles sont importantes pour la licence, en plus d'être des grand-mères déjantées. Bon, sur ce, on lance la dernière sorcière, et selon toi, la plus cliché? Eh oui. Ah oui, Gruntilda, la méchante du jeu Banjo-Kazooie, et le cliché même de la sorcière. Elle est vieille, laide, petite, grosse, se déplace sur un balai, porte une robe noire et un chapeau pointu, a un nez crochu, plein de verrues et un menton fuyant. Elle parle et rigole comme une sorcière. Bref, elle n'a vraiment rien pour... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le nez? Et cette laideur n'a d'égal que sa personnalité. C'est même peut-être pire. Elle est cruelle, monstrueuse, rancunière, bizarre, immorale et sans scrupules. Elle a aussi des goûts et des activités atroces qui dégoûtent sa sœur Brentilda, une fée. Par exemple, Grunty se brosse les dents avec du fromage qui pue. Elle est adepte du lancer de gras de jambon, ou encore, elle a remporté le concours de la culotte la plus sale. Ah, sur OnlyFans, ces culottes feraient malheur. Mais c'est dégueulasse!
on apprend beaucoup de choses sur Grunty grâce à sa sœur Brentilda, notamment qu'elle est diplômée de l'école supérieure des grosses. C'est ça que j'aime avec le jeu Banjo-Kazooie. L'humour y est totalement absurde et décomplexé, mais croyez-moi, si ça sortait aujourd'hui, ça ferait scandale. Grunty est aussi connu pour toujours parler en vers. C'est volontairement ridicule et répétitif, mais ça en devient hilarant. Cependant, la sorcière perd cette particularité à partir du deuxième opus. En tout cas, sa manière de parler agace profondément ses sœurs. Car oui, elle a encore 2 autres sœurs, mais j'en parlerai plus tard. Dans Banjo-Kazooie, la sorcière souhaite devenir belle, et pour ce faire, elle enlève Tooty, la sœur de Banjo, dont elle veut voler la beauté grâce à une machine. Et en cas de game over, Grunty deviendra aussi canon et sexy qu'un top modèle. Décidément, les sorcières dans les jeux vidéo, c'est... Attendez. Une sorcière bossue qui utilise la magie pour devenir belle. 2 sorcières laides qui fusionnent pour en devenir une plus sexy. Une sorcière qui utilise une machine pour voler la beauté d'une autre. Les sorcières sont en fait des adeptes de la chirurgie esthétique et des tricheuses. Alors, pas du tout. T'oublies Cereza et Ashley. Et moi. Banjo et Kazooie veulent donc se mesurer à Gruntilda afin de sauver Tooty. La sorcière les observe durant tout le jeu depuis son repère et ne manque pas une occasion de se moquer d'eux, ni du joueur. Avant l'affrontement final, Gruntilda impose aux joueurs un quiz afin de tester ses connaissances sur le jeu. Puis lors du combat, Grunty est une sorcière redoutable, lançant sur Banjo et Kazooie des boules de feu et des boules d'énergie téléguidées. Elle se protège également avec un champ de force. À la fin, Banjo et Kazooie invoquent le grand Jinjonator, qui pousse la sorcière du haut de sa tour. Elle s'écrase au sol et un rocher vient boucher le cratère causé par son violent atterrissage. Dans Banjo-Tooie, la suite de Banjo-Kazooie, Gruntilda est libérée de sa prison par ses 2 sœurs, Minghella et Blobelda. Mais y étant restée 2 ans, la sorcière est devenue un squelette. Après avoir été grosse, la voilà anorexique. Dans ce nouveau jeu, sa personnalité est encore plus sombre qu'avant, car maintenant, elle n'hésite pas à tuer une famille de Jinjo gris se trouvant sur son chemin. Et son but ultime est d'absorber l'énergie vitale de tous les habitants de l'île aux sorcières pour obtenir un nouveau corps. Elle tue également Bottles, la taupe, et n'hésite pas à éliminer ses propres sœurs quand elles perdent face à Banjo lors de son quiz de la Tour Tragédie. Elle sera de nouveau l'antagoniste principale du très controversé Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, où elle change d'apparence pour ne devenir qu'un crâne. Grunty étant privée de magie, elle fabrique des véhicules en tout genre dans l'espoir de battre ses pires ennemis. Et ouais, monsieur, la vidange, c'est fait. Gruntilda a peut-être l'apparence d'une sorcière cliché, mais son caractère, sa personnalité ainsi que sa cruauté font d'elle un personnage unique. Longtemps, la figure de la sorcière a été celle de la peur, crainte pour sa différence, diabolisée pour son savoir, punie pour sa liberté. Dans les récits anciens comme dans l'histoire bien réelle, la sorcière était un symbole de transgression, souvent condamnée pour avoir simplement existé hors des normes. Aujourd'hui, dans les jeux vidéo, cette figure a évolué. Elle reste puissante, mystérieuse, parfois dangereuse, mais elle est surtout devenue complexe. Qu'elles soient héroïnes, ambivalentes ou même comiques, les sorcières numériques reprennent des archétypes d'autrefois pour mieux les détourner. Gruntilda, la sorcière parodique, Ashley, l'apprentie sorcière, ou encore Bayonetta, la sorcière sexy et badass, chacune à leur manière, réinventant ce que signifie être une sorcière. Entre indépendance et puissance, humour et noirceur, elle montre que la magie peut être bien plus qu'un pouvoir surnaturel. C'est une force narrative, une voix, une affirmation, et peut-être quelque part, une revanche. Voilà qui conclut cette vidéo sur les sorcières. Bon, j'espère que t'en es satisfaite. Bien joué, Bandit. Mais j'en ai pas terminé avec toi, crois-moi. Des sorcières à traiter, il y en a encore plein. Tu t'en es sorti jusque-là, mais... pour combien de temps? Allez,
Va-t'en. Me voilà de retour. Et j'ai récupéré mes cheveux. Attends, que voulait-elle dire par... Pour combien de temps? Who's the girl next door living in the haunted mansion? Better learn my name, cause it's Ashley. She knows the darkest spells and she brews the meanest potions. You might be the ingredient I seek. Don't let yourself be fooled by her innocent demeanor. You'd better be afraid of the great Ashley. She doesn't play with dolls and she never combs her hair.